quelque part dans le théâtre du Pacifique, 1943. Un marine prend une gorgée depuis sa nouvelle gourde en plastique ambré. L'eau a un goût de produit chimique amer. Il grimace, essaye à nouveau. Même résultat. En quelques minutes, la nausée le gagne. Il n'est pas seul. À travers l'île, des dizaines de Marines vidant leur eau, rapportent l'avoir mélangée avec de la poudre à pâte pour la rendre buvable, ou refusent simplement de boire malgré une chaleur de 38 degrés Celsius. La gourde était censée économiser de l'aluminium pour la production d'avions. Au lieu de cela, elle rendait les troupes américaines malades. Voici l'histoire de comment les États-Unis, voyant le succès de la gourde composite allemande, décidèrent ce qu'ils pouvaient faire mieux en éliminant complètement le métal. Ils n'y parvinrent pas et les soldats américains en payèrent le prix. Afrique du Nord, 1941. Les soldats allemands de l'Afrika Korps portent quelque chose d'inhabituel. Au lieu de la gourde en aluminium standard recouverte de feutre, de nombreuses troupes ont ce qui ressemble à une noix de coco accrochée à leur ceinturon. Elle est marron, à coque dure, et recouverte de ce qui semble être des fibres de bois compressées. Les Allemands l'appellent la Tropenfeldflasche. Tout le monde l'appelle la gourde noix de coco. L'entreprise de Heinrich Ritter à Essingen am Neckar a développé cette gourde en utilisant un matériau brillant appelé Durafol. Mais voici ce qui rendait le design fonctionnel. L'eau ne touchait jamais le Durafol. Le cœur de la gourde était un flacon en aluminium standard, totalement conventionnel, chimiquement inerte, sûr. L'innovation n'était pas de remplacer le métal. L'innovation était de remplacer le revêtement en feutre par quelque chose de mieux. La coque en Durafol, plaquage de bois compressé lié avec une résine phénolique, enveloppait la bouteille en aluminium comme une armure. 3 couches de composite stratifiées avec des garnitures en aluminium au niveau du goulot pour le bouchon. La résine phénolique était stable et résistante à la chaleur, mais elle n'avait pas besoin d'être alimentaire. Elle n'entrait jamais en contact avec l'eau potable. L'avantage était immédiat. Les anciens revêtements en feutre absorbaient l'eau, ajoutaient du poids et s'usaient rapidement dans les conditions désertiques. La coque en Durafol était imperméable, durable et offrait une meilleure isolation par refroidissement évaporatif. Surtout, elle économisait de l'aluminium, non pas en éliminant complètement le flacon métallique, mais en remplaçant l'encombrant revêtement en feutre, gourmand en ressources, par une fine coque composite. Les Allemands utilisaient toujours de l'aluminium pour le réservoir à eau car c'était la solution sûre et éprouvée. Le composite à résine phénolique n'était que la couche protectrice extérieure. C'était la clé du succès du design, un compromis pratique qui économisait du métal sans compromettre la fonction. De 1941 à 1943, les usines de Ritter produisirent ces gourdes en quantité massive. Elles apparurent non seulement en Afrique du Nord, mais sur tous les fronts où combattaient les forces allemandes. La gourde noix de coco fonctionnait. Elle était durable. Elle gardait l'eau fraîche. Elle économisait du feutre et un peu d'aluminium. Et surtout, il était totalement sûr d'en boire. La résine phénolique dans la coque extérieure était chimiquement stable et durcie jusqu'à un fini dur et inerte. Mais rien de cela n'importait pour la sécurité de l'eau, car l'eau était contenue dans le flacon en aluminium, exactement comme cela avait toujours été le cas. Les Allemands n'avaient pas essayé de réinventer le contenant à eau. Ils lui avaient simplement donné une meilleure coque extérieure. Washington DC, début 1942. Le War Production Board fait face à une crise. La production d'aluminium ne peut pas suivre la demande. Chaque B-17 a besoin de 2 tonnes d'aluminium. Chaque P-51 d'1 tonne de plus. Les gourdes utilisent de l'aluminium qui pourrait construire des avions. Le Quartermaster Corps de l'armée recherche désespérément des alternatives. Ils essaient des gourdes en acier émaillé. L'émail s'écaille, des fragments contaminent l'eau. Les troupes se plaignent. Le corps des Marines met spécifiquement en garde que le revêtement en émail est si fragile qu'un petit choc le fait se pulvériser et tomber dans l'eau potable. Plus de 5 millions de gourdes émaillées sont fabriquées en 1942 par des entreprises comme Vollrath, Singer et United States Stoneware. En quelques mois, l'armée ordonne leur retrait des stocks au port d'embarquement. Elles sont trop dangereuses à envoyer outre-mer.
Puis arrivent des rapports de renseignement décrivant la gourde noix de coco allemande. Construction en bois pressé, liant en résine phénolique, économie de métal, fiabilité éprouvée au combat sur plusieurs théâtres. Le Quartermaster Corps y voit une opportunité. L'Allemagne a prouvé que des matériaux non métalliques pouvaient fonctionner pour des gourdes, mais le design allemand utilisait toujours un noyau en aluminium. L'Amérique, avec son industrie chimique avancée et sa technologie des thermoplastiques, peut faire mieux. Pourquoi se contenter d'une coque composite autour d'un flacon métallique quand on peut fabriquer le récipient entier en plastique? La décision est prise. L'Amérique ne se contentera pas d'égaler l'innovation allemande. Elle la surpassera en éliminant complètement le réservoir en aluminium. 100% plastique, zéro métal, économie maximale d'aluminium pour la production aéronautique. C'était un objectif ambitieux, peut-être trop ambitieux. Midland, Michigan. La Dow Chemical Company propose une solution. Depuis 1935, elle produit un plastique appelé Ethocell. C'est un polymère d'éthylcellulose organosoluble, thermoplastique, facile à mouler. Dow le commercialise pour des applications industrielles, des boîtiers radio, des pièces de jouets, des matériaux de construction. Pourquoi pas le réservoir d'eau lui-même? Le comité technique du Quartermaster Corps adopte le concept. Les gourdes en plastique seraient légères, faciles à fabriquer, et contrairement au design allemand qui n'économisait que le feutre et un peu d'aluminium, cette approche libérerait 100% de l'aluminium des gourdes pour l'industrie aéronautique où il est désespérément nécessaire. En septembre 1942, Dow moule 10 000 gourdes expérimentales en Ethocell. Elles sont envoyées à divers comités d'essai pour des tests sur le terrain. Les gourdes sont de couleur jaune ambrée. Elles sont faites de 2 moitiés moulées par injection jointe par une couture horizontale. Elles s'adaptent à la tasse de gourde standard M1910. Elles utilisent le même bouchon à vis noire en bakélite que les gourdes métalliques. La différence critique, l'eau repose directement à l'intérieur du plastique Ethocell. Pas de doublure métallique, pas de barrière inerte, juste du thermoplastique et de l'eau potable en contact direct et prolongé. Les résultats des tests reviennent plutôt favorables. La gourde en plastique est jugée un remplacement convenable pour la gourde en aluminium M1910. Il n'y a qu'un seul problème mentionné dans les rapports, un petit problème à peine digne d'être noté. Le plastique Ethocell a la propriété indésirable de transmettre une odeur et un goût au contenu. Le comité technique conclut que bien que le goût et l'odeur soient présents dans toutes les formulations, les tests sur le terrain ont déterminé qu'ils n'étaient pas assez forts pour que les soldats refusent de boire l'eau. Cette évaluation s'avérera catastrophiquement erronée dans les conditions de combat réels. Théâtre du Pacifique, 1943. Les premières gourdes en Ethocell atteignent les forces américaines. Les fabricants incluent American Insulator Company, Amos Molded Plastics, General Industries, Mack Molding Company et d'autres. La production est autorisée pour 3,75 millions d'unités entre 1942 et 1944, bien qu'une fraction seulement de ce nombre fût réellement fabriquée. Le plan initial prévoit 85 000 gourdes en décembre 1942, 100 000 chacune en janvier et février 1943, puis 50 000 par mois par la suite. Les Marines dans le Pacifique les reçoivent en premier. Ils remplissent les gourdes d'eau, boivent une gorgée. L'eau a un goût amer, comme des produits chimiques du plastique. Certaines troupes le décrivent comme médicinal. D'autres disent qu'il a un goût de poison. Dans la chaleur tropicale, le problème s'intensifie. Le soleil frappe le plastique ambré. La chaleur accélère le processus de migration. Les solvants résiduels et les plastifiants piégés dans l'Ethocell pendant la fabrication commencent à se dissoudre dans l'eau à un rythme accéléré. C'est ce que les Allemands évitèrent en gardant une doublure en aluminium. L'eau dans une gourde de noix de coco ne touchait jamais la résine phénolique. Dans la gourde américaine en Ethocell, il n'y a rien entre l'eau et le plastique instable. Les troupes commencent à avoir des nausées. Beaucoup refusent de boire, même sous une chaleur extrême. C'est dangereux. La déshydratation sur les îles du Pacifique pouvait mettre un marine hors de combat plus vite que les tirs ennemis. Les troupes trouvent apparemment une solution de contournement. Mélanger de la poudre à pâte avec l'eau en remplissant la gourde. La poudre à pâte aiderait soi-disant à neutraliser le goût amer.
Elle ne l'élimine pas, mais rend l'eau à peine tolérable. Des photographies des campagnes des îles du Pacifique montrent des gourdes en étocelle jetées jonchant les routes des avancées des Marines. Les troupes les jetaient. Elles étaient inutiles. L'eau était imbuvable. Un vétéran se souvient plus tard que son père, qui servit dans la 6e division blindée de Patton en Europe, reçut l'une de ces gourdes en plastique. L'expérience ne fut pas unique au Pacifique. Partout où les gourdes en étocelle arrivèrent, les troupes les rejetèrent. Le problème n'était pas seulement le goût. C'était une incompatibilité chimique fondamentale entre le thermoplastique et un contact prolongé avec l'eau. L'éthylcellulose est un dérivé cellulosique où des groupes étoxy remplacent les groupes hydroxyle sur la chaîne polymère de cellulose. Lorsqu'elle est correctement formulée avec des plastifiants et des stabilisants, elle peut être relativement inerte pour des usages industriels de courte durée, mais la formulation d'étocelle en temps de guerre n'était pas assez stable pour un contact prolongé avec l'eau potable, surtout sous stress thermique. L'étocelle américain était du polymère pur, sans charge, sans barrière protectrice. Le plastique contenait des solvants résiduels et des plastifiants du processus de fabrication qui ne s'étaient pas complètement évaporés ou durcis. Quand l'eau remplissait la gourde, ces produits chimiques commençaient à migrer dans le liquide. La chaleur accélérait le processus de façon exponentielle. Le plastique était aussi sensible à la température. Exposé à la chaleur, il ramollissait. Quand on introduisait de l'eau bouillante pour stériliser la gourde, le plastique se déformait. Les gourdes développèrent d'autres problèmes. Des fissures de contrainte thermique apparurent. Si le contenu gelait, le plastique se brisait. Le matériau ne convenait pas pour chauffer de l'eau sur une flamme, éliminant l'un des usages tactiques clés de la gourde. L'alcool à des concentrations de 50% ou plus attaquait le plastique et détruisait complètement la gourde. La migration chimique n'était pas seulement désagréable. Le goût amer venait des solvants résiduels, des plastifiants et des monomères non réagis piégés dans le polymère pendant la fabrication. Bien que n'étant pas aiguement toxiques aux concentrations présentes, ces composés suffisaient à déclencher des nausées chez de nombreuses troupes et à causer un refus généralisé de boire. C'était le défaut fatal de l'approche américaine. En essayant d'éliminer complètement le métal, ils mirent l'eau potable en contact direct avec un matériau qui n'était pas chimiquement assez stable pour l'application. Les Allemands gardèrent leur doublure en aluminium spécifiquement parce qu'elle était inerte, éprouvée et sûre. Les Américains essayèrent de sauter cette solution éprouvée et en payèrent le prix. Pourquoi la gourde noix de coco allemande fonctionna-t-elle quand la gourde en étocelle américaine échoua? Compromis pratique contre ambition technologique. Les Allemands n'essayèrent pas d'éliminer le métal du réservoir d'eau. Ils reconnurent que l'aluminium était le matériau éprouvé et sûr pour contenir de l'eau potable. Leur innovation fut de remplacer le revêtement en feutre, la partie qui n'avait pas besoin d'être en métal, par un matériau composite supérieur. La coque en durafol, plaquage de bois compressé lié avec de la résine phénolique, fournissait protection et isolation. La résine phénolique dans la coque était chimiquement stable et thermiquement durcie, avec des chaînes polymères réticulées en une structure rigide et non réactive. Mais rien de cela n'importait pour la sécurité de l'eau, car l'eau ne touchait jamais la résine. Les fibres de bois dans le durafol servaient de renfort et réduisaient la teneur totale en résine à seulement 25%. L'essentiel du composite était du bois, pas du plastique. Cela créait un matériau solide, stable et peu coûteux à fabriquer. Mais la clé de la conception était architecturale. Les Allemands comprirent que certaines technologies devaient être éprouvées et fiables, pas expérimentales. Le réservoir d'eau en aluminium était une technologie éprouvée depuis des décennies. La coque composite phénolique était l'innovation, garder le noyau éprouvé, innover en périphérie. L'approche américaine inversa cette sagesse. Ils gardèrent la technologie éprouvée, le bouchon à vis en bakélite, et rendirent la fonction centrale expérimentale en utilisant du thermoplastique pour le réservoir d'eau lui-même. Ils innovèrent là où la fiabilité importait le plus et gardèrent la tradition là où elle importait le moins. Novembre 1942, le comité technique du Quartermaster Corps recommande la gourde en plastique pour la production, classée comme standard de remplacement pour la gourde M1910. L'autorisation est accordée pour 3,75 millions d'unités.
Mais quelque chose change. En novembre 1942, le War Production Board libère à nouveau de l'aluminium et de l'acier inoxydable pour la production de gourdes. Soudain, le besoin désespéré de gourdes en plastique s'évapore. Le calendrier de production ambitieux initial est tranquillement réduit. En 1943, alors que l'aluminium redevient disponible, la production de gourdes en plastique chute dramatiquement. En 1944, elle s'arrête effectivement. De nombreuses gourdes en étocelle survivantes portent un marquage estampillé. IC, Inspected and Condemned. La signification officielle est que l'équipement n'est plus nécessaire ou est devenu obsolète. La signification non officielle, comprise par chaque soldat qui a essayé d'en boire, est plus simple. Elle ne fonctionnait pas. Elle donnait à l'eau un goût de produit chimique. Elles furent abandonnées sur le terrain. Aujourd'hui, les gourdes en étocelle sont des pièces de collection rares. La plupart sont trouvées avec des fissures de contrainte. Beaucoup auraient apparemment un résidu poudreux blanc à l'intérieur, provenant de la poudre à pâte que les troupes utilisaient pour essayer de rendre l'eau potable. Ce sont des artefacts de démesure technologique. La gourde noix de coco allemande, en revanche, resta en production jusqu'en 1945. Le design était si réussi qu'après la guerre, des techniques de construction composite similaires influencèrent l'équipement militaire et commercial dans le monde entier. Les gourdes étaient durables, sûres et efficaces. Elles accomplissaient exactement ce pourquoi elles étaient conçues, économiser des matériaux sans compromettre la fonction. L'échec de la gourde américaine en étocelle révèle une vérité fondamentale sur la compétition technologique. Essayer de devancer un succès éprouvé par une ambition non testée mène souvent au désastre. Les Allemands développèrent la gourde noix de coco par l'ingénierie pratique. Ils identifièrent ce qui pouvait être changé, le revêtement extérieur, et ce qui devait rester éprouvé, le réservoir d'eau métallique. Ils choisirent la résine phénolique et le composite bois pour la coque parce que c'était durable et économisait des matériaux. Mais ils ne remirent jamais en question le fait que l'aluminium devait rester le matériau du flacon lui-même. C'était une technologie éprouvée, c'était sûr. Les Américains, voyant le succès allemand avec les matériaux composites, décidèrent d'aller plus loin. Pourquoi s'arrêter au remplacement du revêtement quand on pouvait tout remplacer ? Ils choisirent l'éthylcellulose parce qu'elle était disponible, moulable, et promettait d'éliminer 100% de l'aluminium. Ils supposèrent que si la résine phénolique pouvait fonctionner comme coque extérieure, alors le thermoplastique pouvait fonctionner comme réservoir d'eau. Ils avaient tort. Les deux matériaux servaient des fonctions complètement différentes et faisaient face à des défis chimiques complètement différents. La résine phénolique à l'extérieur d'une gourde subit le soleil, le sable et le stress mécanique. L'éthylcellulose à l'intérieur d'une gourde subit un contact prolongé avec l'eau, un stress thermique et des exigences de stabilité chimique. Les Allemands comprirent cette distinction, les Américains non. Le résultat était prévisible. Les troupes dans le Pacifique burent de l'eau au goût amer de produits chimiques, eurent des nausées et jetèrent les gourdes. Le programme fut tranquillement réduit une fois que l'aluminium redevint disponible. La plupart des 3,75 millions de gourdes autorisées ne furent jamais fabriquées. Celles qui furent distribuées furent rapidement retirées du service. L'ironie est profonde. L'Allemagne, désespérément à court de matériaux stratégiques, développa une gourde économisant les matériaux qui fonctionna en reconnaissant ce qui devait rester en métal. Les États-Unis, avec d'immenses ressources industrielles et une technologie des plastiques avancée, essayèrent d'éliminer complètement le métal et créèrent un équipement si défectueux que les troupes préféraient risquer la déshydratation plutôt que d'en boire. Parfois, le pragmatisme bat l'ambition. Parfois, une solution partielle est meilleure qu'une solution excessive. Parfois, la technologie éprouvée et ennuyeuse devrait rester exactement là où elle est. Les Allemands réussirent parce qu'ils firent un compromis pratique. Économiser le matériau où on le peut, le revêtement extérieur. Garder la technologie éprouvée là où on le doit, le réservoir d'eau. Le noyau en aluminium n'était pas un échec d'imagination. C'était la reconnaissance que certains problèmes d'ingénierie étaient déjà résolus et n'avaient pas besoin d'être réinventés. Les Américains échouèrent parce qu'ils essayèrent d'éliminer ce qui n'aurait pas dû l'être.
Le réservoir d'eau en aluminium était éprouvé, sûr et fiable. Le remplacer par un thermoplastique expérimental n'était pas de l'innovation. C'était de la démesure. Et en 1942, la technologie n'était tout simplement pas prête. La stabilité chimique requise pour des plastiques alimentaires sûrs en contact prolongé avec l'eau ne serait pleinement atteinte que des décennies plus tard avec des matériaux comme le polyéthylène haute densité et le polypropylène. En essayant de sauter vers ce futur en 1942, l'armée américaine créa des gourdes qui donnaient à l'eau un goût de produit chimique et rendaient les troupes malades. Les Allemands comprirent cette limite. Ils utilisèrent la résine phénolique là où elle ne touchait pas l'eau et l'aluminium là où elle le faisait. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas révolutionnaire, mais cela fonctionnait. Les Américains essayèrent de tout révolutionner d'un coup. Ils en payèrent le prix en équipements abandonnés, en troupes nauséeuses et en un programme raté qui n'est aujourd'hui rappelé que comme une mise en garde. Une gourde réussie par compromis pratique. Noyau métallique, coque composite. L'autre échoua par démesure technologique. Éliminer complètement le métal. La différence n'était pas copie contre innovation. C'était sagesse contre ambition. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les îles du Pacifique, où l'eau signifiait la survie, la sagesse l'emporta. Si des histoires comme celle-ci, où l'ambition technologique entre en collision avec des limites pratiques, vous intéressent, cliquez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous. La prochaine fois, nous couvrirons un autre élément de la technologie de la Seconde Guerre mondiale où la démesure a changé.